Alors, quand vous regardez depuis le temps, prenons ce cas, ne prenons que le cas de la France. Quand vous regardez les principaux héros de la France, ils sont trois que l'histoire de la France présente comme ceux qui reflètent le mieux la gloire française, si tant est qu'on puisse la considérer comme telle. Vous avez Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez De Gaulle. Et ces trois héros de la France sont tous des bourreaux pour l'Afrique. Et je vous dis, c'est les figures les plus emblématiques de l'histoire dite glorieuse de la France. Or, c'est qui Louis XIV? Louis XIV, c'est quand même celui qui a établi le Code noir. C'est celui qui a posé les jalons juridiques de l'esclavage, de la maltraitance des Noirs. Et c'est lui qui a posé les bases de ce qui allait être plus tard le saut scientifique de l'infériorité des Noirs et du suprémacisme blanc, puisque c'est sur la base du Code noir qu'on a eu des théories fallacieuses, soi-disant scientifiques, pour expliquer que le Noir était inférieur. Donc il a posé les bases du racisme. Je vous rappelle encore que quand vous prenez maintenant Napoléon Bonaparte, après la supposée abolition de l'esclavage de 1792, rétablit cet esclavage en 1804 et rétablit par la même occasion le Code noir de Louis XIV. Et Napoléon Bonaparte, je vous rappelle, tout à l'heure on a parlé de Louis XIV, il était quand même présenté comme le roi soleil, donc le roi de toutes les lumières, et quand les Français en parlent, c'est avec la plus grande fierté. Or, on connaît tous les affres qu'il a causés aux Africains. Quand vous prenez Napoléon Bonaparte, qui rétablit donc l'esclavage en 1804, et qui fait de la France un pays prospère à son époque, parce qu'il retrouve sa grandeur d'antan, soi-disant, mais en réalité, c'est sur les fruits justement de l'esclavage. C'est Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage de façon générale, mais précisément à Haïti, et qui justement spolie Haïti et impose une dette inique à Haïti qu'Haïti mettra 200 ans à payer. Vous avez ensuite, je vous rappelle également que la femme de Napoléon Bonaparte était propriétaire de plantations esclavagistes, de canne à sucre qui rapportaient énormément à la France. Et juste à titre de rappel, vous avez un certain nombre d'édifices qui font la fierté de la France aujourd'hui. Vous avez le palais de l'Élysée, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez la Banque de France, vous avez le château de Versailles. Tous ces édifices, et ce n'est pas exhaustif, ont été construits par le sang des esclaves africains. Le château de Versailles qui a commencé à être construit par Louis XIII et qui s'est terminé par Louis XIV était exclusivement construit par des esclaves avec les fruits de l'esclavage. La Banque de France aujourd'hui, qui est le poumon de l'économie de la France. Donc, quand on parle d'une banque centrale d'un pays, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cœur de l'économie de ce pays-là. La banque centrale, l'essentiel des fonds de la banque qui ont constitué la banque centrale était le fruit de l'esclavage. La banque centrale de la Banque de France a été créée en 1800, donc en pleine période de l'esclavage. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de la France, l'économie de la France. Quand vous prenez l'Élysée, le palais de l'Élysée, c'est en réalité l'élément le plus pertinent du passé esclavagiste de la France. Parce que ce sont des Noirs qui l'ont construit à base des ressources esclavagistes, notamment Antoine Crozat. Si vous regardez qui est Antoine Crozat, qui était un bras droit de Louis XIV et qui a contribué énormément à la richesse de la France, en tout cas à la prospérité économique de la France entre le moitié du 16e et moitié du 17e siècle, vous vous rendrez compte que il est présenté d'ailleurs dans l'histoire française comme l'un des hommes, sinon l'homme le plus riche de l'histoire de France. C'est lui qui détenait la Louisiane. La Louisiane, c'est tout l'État de Louisiane. C'est lui qui détenait la Louisiane avant que la France ne cède la Louisiane aux États-Unis. Oui. Et vous avez un troisième personnage, De Gaulle, qui est présenté comme l'un des emblèmes les plus prestigieux de la France, mais qui, pour les Africains, n'est rien d'autre qu'un criminel.
Un poltron devenu héros. Voilà, on sait comment, on se rappelle de l'appel du 18 juin en réalité qui était une fugue. La fugue d'un général, vous vous rendez compte. Un général fut-il de brigade seulement, mais en fait, si vous êtes un général et qui est supposé être donc un héros et montrer le chemin en pleine guerre, vous ne fuyez pas, vous ne désertez pas votre pays. Et on sait ce qui devrait arriver, ce qui arrive dans des pays normaux pour des officiers de haut rang qui désertent. On sait ce qui arrive. On en finit avec eux. Au minimum, on les destitue. Mais voilà le héros de la France qui, en plus de cela, a été l'un des pires tortionnaires que l'Afrique ait jamais connu. Vous voulez qu'on parle des massacres d'Algérie, vous voulez qu'on parle des massacres au Cameroun, vous voulez qu'on parle des assassinats de tous les indépendantistes. En fait, je brosse cet aperçu historique-là concernant la France et ses supposées lumières et ses supposées figures emblématiques en rapport avec l'Afrique pour bien montrer que, de tout temps, la France, l'Occident en général, a été et reste esclavagiste et il n'y a rien de bon à attendre de ces gens et tout ce qu'ils peuvent dire de bon sur un des nôtres de façon unanime est le signe patent que cette personne doit être... Restons là sur De Gaulle, quand même, il faut préciser par ailleurs que c'est au Cameroun qu'il est venu se réfugier. Il venait d'ailleurs se suicider ici même à Douala. Et d'ailleurs, on se rappelle du 27 août 1940, où ce sont de jeunes Camerounais qui vont lui dire « Nous allons t'aider parce que ceux-ci ne voulaient plus de l'Allemagne ». Finalement, c'est encore le même homme qui va détruire 256 villes au Cameroun. C'est quand même trop. C'est juste incompréhensible. Mais c'est là où vous comprenez. Au napalm. Et je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que c'est le napalm, qu'ils se rappellent juste des bombes d'Hiroshima que les États-Unis ont déversées sur le Japon. C'est-à-dire que vous avez la bombe atomique, vous avez le napalm quelque part juste en bas. Parce que ça décime, ça brûle, ça rend infertile les terres, ça détruit les animaux, ça a des conséquences sur des décennies, sur les êtres humains et tout ça. Donc, c'est d'une cruauté qui n'a juste pas de nom, dont selon le secret les Occidentaux. Et donc, vous avez ce même individu qui est un héros pour la France, qui allait plus loin. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez des massacres de Guelma, de Kerata et de Sétif en Algérie, vous vous rappelez, on a parlé du napalm au Cameroun, mais c'est le même bonhomme, ce héros donc de la France, qui va procéder au massacre le 1er décembre 1944, qui va procéder au massacre de Tiaroy, en faisant littéralement assassiner des soldats africains qui avaient été rapatriés manu militare après la libération, après que les Africains aient libéré Paris de l'Allemagne nazie. On va les rapatrier manu militare et lorsqu'ils vont au Sénégal donc, et lorsqu'ils vont réclamer leur solde de façon légitime, ils vont être purement et simplement assassinés, tués à bout portant par les officiers de l'armée française. Mais pourquoi on les a rapatriés? Ça montre encore un autre visage hideux de cette France et de cet Occident qui ne peut être cru, dont un seul traitement ne peut être cru quand ils veulent présenter quelqu'un ou l'Afrique sous leur prisme. Ces soldats africains qui venaient de libérer la France ont été rapatriés manu militare pour la simple et bonne raison que il ne fallait pas qu'il y ait un seul noir sur les Champs-Élysées lors du défilé de victoire. Après la Seconde Guerre mondiale, après donc la libération de la France des griffes de l'Allemagne nazie. Et c'est ce qu'on a appelé le blanchiment des troupes. C'est bon de connaître son histoire, chers téléspectateurs. Et grâce à Panafricaniste TV, justement, on peut ensemble retourner un certain nombre de faits historiques pour nous édifier et voir à quel point il n'y a rien de bon à attendre des Occidentaux et il n'y a pas un seul traitement à croire de leur narratif. Et donc, le blanchiment des troupes, c'était donc ça. C'était que il ne fallait pas que les gens se rendent compte que ce sont des Noirs qui ont libéré la France. Donc, on les a rapatriés manu militare, on les a déshabillés et on a donné leur tenue et des armes à des va-nu-pieds, à des clochards, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ramassait des clochards blancs, français, soi-disant de souche dans la rue pour sauver l'image de la France. Pardon. Et on leur remettait des armes. On leur remettait des tenues pour aller défiler sur les Champs-Élysées. Ça, c'est important de rappeler ce genre de fait historique parce que ça montre bien à nos téléspectateurs
dans quel état d'esprit sont les systèmes occidentaux et quel type de rapport on doit avoir, eux, justement, ne jamais croire un seul mot. Parce que comme je le dis à la fin de ce petit guide, pour comprendre le narratif officiel des Occidentaux et donc s'en méfier, il ne faut le début du salut de l'Afrique, c'est quand tous les Africains vont se rendre compte qu'il n'y a pas un seul traître mot à croire du narratif officiel de l'Occident sur l'Afrique.